Yep l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, c'est Vico, et oui, chose promise, chose due, elle est là, la vidéo bilan de la saison, la DER du biathlon. Avant longtemps, très longtemps, il va falloir patienter 8 mois avant le retour de la saison 2024-2025 que l'on attend avec grande impatience, tout au contraire des athlètes qui eux sont peut-être plutôt dans un mood, laissez-nous tranquilles, on vient juste de finir celle qui vient de s'achever, on a terminé les championnats de France, place au repos, place aux vacances avant le début de la préparation pour la nouvelle saison. Dans cette vidéo, bien évidemment, vous l'imaginez, on va parler des déceptions de l'année écoulée, on va parler des athlètes qui nous ont satisfaits, surpris positivement, on parlera bien évidemment des vainqueurs du gros globe de cristal, que ce soit chez les femmes et chez les hommes, et en toute dernière partie de vidéo, on s'intéressera à notre équipe de France et on reprendra cas par cas de manière individuelle les saisons de chacun. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à réaliser votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit. Ça aide la chaîne au référencement. Vous connaissez bien évidemment les bails. Donc si le contenu sur la chaîne vous plaît de manière générale, n'hésitez pas à lâcher votre triplé. Et puis nous, écoutez, let's go, on va pas plus perdre de temps que ça. C'est parti, allons-y. Je sais que vous commencez à me connaître, jeunes gens et jeunes jantes, et vous savez que j'aime bien terminer ma vidéo sur une note positive, histoire que on termine avec le sourire, la banane. C'est pour ça que je vais débuter cette vidéo par les déceptions de l'année écoulée. Alors bien évidemment, j'ai conscience qu'on a tous une sensibilité différente, et bien évidemment que mes déceptions ne vont pas forcément être vos déceptions, et que vos déceptions ne vont pas forcément être les miennes. Mais si on s'attarde sur le circuit féminin, parce qu'on est galant, et on va commencer par ces jeunes femmes, la première des déceptions, à mon sens, c'est Lisa Theresa Hauser, l'Autrichienne, qui, on le rappelle, a déjà été médaillée au championnat du monde, qui a remporté des épreuves en Coupe du Monde, qui a même joué à un certain moment le classement général, le gros globe de cristal. Mais Lisa Theresa Hauser, cette année, on va pas se le cacher, elle s'est complètement perdue. 33e du général, dans les tréfonds du classement, avec pour meilleur résultat 6e place, et puis surtout des impasses à Lenzerheide, dernière étape du mois de décembre, et bien sûr à Canmore lors des finales au Canada. Lisa Theresa Hauser, cette année, on va pas se le cacher, elle a été méconnaissable, notamment sur les skis. Elle est clairement en retrait par rapport aux années précédentes. Alors on le sait, Lisa Theresa Hauser, ce n'est pas à proprement dit une fondeuse, mais enfin quand même, elle a pris un sacré coup sur les skis. Et puis sur le pas de tir, ce qui est normalement sa force, là aussi, elle est en légère régression par rapport à l'année dernière. Et forcément, quand vous ne pouvez pas vous appuyer sur un de vos points forts, c'est forcément très délicat de conserver les résultats et peut-être également la motivation. En tout cas, Lisa Theresa Hauser, c'est ma déception numéro 1 de cette année et j'espère véritablement qu'elle arrivera à redresser la barre en 2024-2025. Toujours chez les femmes, on peut aussi citer certainement Markéta Davidová, la Tchèque, on le rappelle, qui a été championne du monde il y a quelques années et qui avait certainement pour objectif cette saison de réussir ses mondiaux en République tchèque chez elle du côté de Nové Mesto. Seulement Markéta Davidová, eh bien cette année, ça a été très compliqué. Elle a pour meilleur résultat 3 9e places et une 8e place, tout acquise sur la poursuite. Markéta Davidová, c'est aussi une 18e place au classement général de la Coupe du Monde. Quand vous voyez certaines filles dans le top 10, vous dites qu'il y a quand même matière à discuter de la saison de Markéta Davidová. Et puis surtout, sur les championnats du monde, elle a été méconnaissable, pas capable d'aller chercher une seule médaille. Autant vous dire que Markéta Davidová, elle va devoir se remobiliser pour aborder la saison 2024-2025 avec peut-être d'autres ambitions. On le sait, ces 2 prochaines saisons, elles vont être charnières parce que l'année prochaine, ce seront les derniers mondiaux avant l'année olympique. Et Markéta Davidová, elle ne faut plus qu'elle perde de temps, histoire de retrouver son niveau d'antan, parce que oui, les autres commencent à progresser, ne l'attendent pas, et c'est vrai qu'on arrive à 2 ans d'une Olympiade, et forcément on imagine que ça sera l'objectif de Markéta Davidová, peut-être le dernier de sa carrière, parce que Markéta Davidová, c'est pas la première fois qu'elle a des problèmes de motivation. Markéta Davidová, à 23-24 ans, elle se posait déjà la question de terminer sa carrière de manière assez rapide pour poursuivre ses études et finalement laisser le sport de haut niveau un petit peu derrière elle. Autant vous dire que Markéta Davidová, désormais,
le temps presse pour retrouver son niveau d'antan et redevenir une athlète de coup capable également de remporter des étapes de Coupe du Monde ou pourquoi pas des victoires sur des grands championnats comme elle avait pu le faire il y a quelques années au championnat du monde. La dernière des déceptions, alors là ça va nous permettre de faire une transition globale parfaite parce que oui, elle concerne l'équipe suédoise et ses leaders, que ce soit chez les femmes et chez les hommes. Et oui, les Suédois, les leaders charismatiques de cette équipe scandinave, on va pas se le cacher, nous ont déçus. Parce que oui, si on fait le bilan, eh bien cette année, il est assez maigre, seulement 2 victoires, une pour Sebastian Samuelsson et une pour Elvira Heuberg. Sebastian Samuelsson qui s'est imposé chez lui à Östersund et Elvira Heuberg qui s'est imposée, on le sait, sur la poursuite d'Orfilsen avec un 20 sur 20. J'étais d'ailleurs dans les tribunes à ce moment-là. Mais en dehors de ces 2 victoires qui constituent un bilan bien maigre, on va pas se le cacher par rapport à la qualité de cet effectif, il y a surtout des prestations en termes de classement général global loin des attentes, loin du talent et surtout du potentiel de ces athlètes, puisque oui, le meilleur classement général, il est à mettre à l'actif d'Elvira Heuberg, 7e et meilleure jeune, c'est-à-dire meilleure athlète des moins de 25 ans. Elle remporte ce classement distinctif pour la 3e année consécutive, mais malgré ça, Elvira Heuberg, elle est en régression au classement général final. L'an dernier, elle terminait 5e, et souvenez-vous-en, il y a 2 ans, pour sa saison de révélation en 2021-2022, année olympique, elle avait terminé dauphine de Marthe Olsbourg-Reuseland. Elvira Heuberg, en termes de classement et dans les faits, elle est en stagnation, limite en régression par rapport à ce qu'elle faisait il y a encore 2 ans. Et puis cette année, sa grande sœur, Anna, qui est une fille de coups, une fille de grand championnat, plusieurs fois championne du monde, déjà championne olympique, et bien cette année n'a pas réussi à exister ni pour le classement général, ni pour aller chercher des médailles au championnat du monde. Bref, loin, très très loin de leur espérance. Et puis chez les hommes, Martin Ponsiluoma, Sebastian Samuelsson, ils ont joué d'irrégularités, notamment sur le pas de tir. Et oui, le pas de tir, ça fait mal. C'est là que le bas blesse pour cette équipe suédoise, puisque oui, tenez-vous bien, cette année, face aux cibles, derrière la carabine, eh bien, tous ces leaders suédois sont à 81,5% de réussite au tir, loin, très très loin des standards, bien évidemment, pour aller jouer des podiums, des victoires, et forcément, a fortiori, un bon classement général. Après les déceptions, place aux satisfactions, place à ceux qui nous ont surpris positivement cette saison. Et j'ai envie de commencer par notre voisine suisse, Lena Eki Gross. Et oui, la Suissesse qui cette année réalise la meilleure saison de sa carrière. 6e du classement général de la Coupe du Monde. Elle a joué le petit globe de l'individuel et de la mass start jusqu'à la dernière course. Et puis cette année, 5 podiums, dont 2 victoires. Lena Eki Gross, clairement, c'est la saison de la révélation. Et pourtant, c'est pas une jeune athlète. Elle a 28 ans et demi, mais ça y est, elle a enfin réussi à arriver à maturité, très solide sur les skis. Et puis aussi, très régulière et précise sur le pas de tir, et franchement ça fait extrêmement plaisir de voir cette équipe suisse se développer. On le sait, il y a des leaders, Niklas Hallberg si cette année a été un petit peu en deçà, Lena Eki Gross qui bien évidemment est la leader charismatique de cette équipe, et puis des petites jeunes qui sont en train de pousser derrière, à l'image d'ailleurs d'Annie Bazerga. Bref, Lena Eki Gross, c'est clairement la satisfaction numéro 1 à mon sens de cette saison 2023-2024. Passons à ces messieurs, et la première satisfaction côté homme, eh bien c'est certainement Sturla Holm Laigrid. Sturla Holm Laigrid, le polydor du biathlon mondial, 3 fois 2e du classement général. Et bien cette année, il va chercher une 4e place, médaille en chocolat, à la place du con pour Sturla, qui pourtant cette année eh bien, a réalisé une bien meilleure saison que ses 2 dernières saisons écoulées, puisque oui, Sturla, il est allé chercher 3 victoires en Coupe du Monde, et puis surtout un titre du côté de Nové Mesto sur le sprint, privant du même coup Johannes Tignesbø, son compatriote du Grand Chelem, titre qui échappait à Sturla Holm Laigrid depuis Pokljuka en 2021, et sa victoire sur la Mastart, la course des rois. Bref, 3 ans de disette qui ont pris fin grâce à sa victoire sur le sprint des mondiaux de Nové Mesto. Bref, un Sturla Holm Laigrid qui verra en cette saison 2023-2024 une franche réussite, et à titre personnel, je trouve que c'est bien pour le biathlon de retrouver le biathlète moderne ultime en la personne de Sturla Holm Laigrid, très à l'aise sur les skis, très stable, précis et rapide derrière la carabine, et vient retrouver des accomplissements dignes de son rang, même si quand même, et c'est là où le bas blesse, j'ai l'impression que Sturla Holm Laigrid, au fur et à mesure des années, et notamment
notamment par rapport à sa saison de révélation en 2020-2021, eh bien a régressé au fur et à mesure du temps, que ce soit sur les skis et même par rapport à ses statistiques au tir. Et c'est forcément navrant puisqu'on le rappelle, ce garçon est encore très jeune, il n'a que 27 ans. L'autre grande satisfaction de cette saison 2023-2024 chez ces messieurs, elle est aussi à mettre à l'actif d'un Norvégien, d'un jeune Norvégien de 35 ans, monsieur Tarjei Bø, dauphin de son frère Johannes, deuxième du classement général. Tarjei qui réalise une superbe saison, 9 podiums dont une victoire et puis surtout un petit globe, celui du sprint, le premier depuis 13 ans. Et oui, 2011, vous en souvenez certainement, l'année de son gros globe de cristal. Alors Tarjei Bø, c'est vrai, il n'a pas beaucoup gagné, seulement une victoire cette saison. C'est vrai qu'il n'a pas non plus réussi à aller chercher de titre mondial, mais il a toujours été présent du début à la fin de cette saison 2023-2024 et ça a été le meilleur des autres. Et franchement, à 35 ans, réaliser une saison comme ça, et ben chapeau monsieur, belle preuve de résilience pour un athlète qui, on le rappelle, pendant quelques années, s'est un peu perdu. Passons désormais au roi et à la reine de cette saison 2023-2024. Le et la vainqueur du classement général de la Coupe du Monde. Le garçon et la fille qui ramènent chez lui et chez elle le gros globe de cristal. Lui, il est norvégien, monsieur Johannes Tignesbø. Alors bien évidemment, ce n'est pas une surprise, on l'avait pronostiqué dans la vidéo présentation de la saison. Johannes Tignesbø succédant à lui-même, ça paraissait être une logique implacable, mais attention, on en avait parlé, Johannes Tignesbø, cette année, il allait avoir beaucoup plus de concurrence que la saison dernière. Et effectivement, il a un peu moins gagné, puisque oui, on rappelle, l'an dernier, il y avait eu 19 victoires en Coupe du Monde, cette année, entre guillemets, seulement 15 podiums, dont 11 victoires, mais quand même une razzia sur les championnats du monde, 3 titres mondiaux, et puis également 3 petits globes de cristal, un Johannes Tignesbø qui clairement a montré sa supériorité dans les moments où il le fallait, les mondiaux et en fin de saison, au moment où c'était un petit peu chaud, un Johannes Tignesbø qui aussi a battu le record de Martin Fourcade en ce qui concerne les victoires en Coupe du Monde. Il est désormais à 85 victoires dans cette catégorie et forcément, il est désormais le seul poursuivant à Ole Einar Bjørndalen et à ses 95 succès en Coupe du Monde. Alors bien évidemment, 85 victoires en Coupe du Monde, c'est énorme, mais j'aimerais quand même mettre des guillemets à cette surdomination de Johannes Tignesbø et à ses statistiques qui ne cessent de gonfler. Alors bien évidemment, ces 85 victoires en Coupe du Monde, on ne va pas lui enlever ses gros globes de cristal, ses petits globes, ses titres mondiaux à l'appel, personne ne lui retirera. Mais encore une fois, on va pas se le cacher, j'ai du mal à voir un Johannes Tignesbø avec autant de concurrence que Martin Fourcade à l'époque. Quand vous voyez que Tarjei Bø est son dauphin, c'est vrai que ça fait un petit peu peur niveau concurrence. Je rappelle que Martin Fourcade à l'époque, il avait Emil Zenzen, il avait aussi la fin d'Ole Einar Bjørndalen, il avait des garçons comme Chipoulin, comme Cem, comme Arne Pfeiffer, qui sont des athlètes bien plus réguliers, bien plus constants que des garçons comme Dale ou même Christiansen qui à cette époque-là n'avaient pas leur place en Coupe du Monde. Il y avait aussi la concurrence Johannes Tignesbø et on va pas se le cacher, Johannes, il n'a pas du tout la même concurrence que Martin Fourcade, elle est bien moins féroce, ça n'enlève rien bien évidemment à la qualité de l'athlète, mais je préfère mettre des guillemets à ces statistiques qui enflent et qui peut-être au bout d'un certain moment vont porter à confusion. Donc c'est pour ça que je me permettais de faire un petit peu ce parallèle avec Martin Fourcade, mais encore une fois, l'ami Johannes Tignesbø est seul au monde, seul dans son monde. D'ailleurs un monde que partage désormais Lisa Vitozzi, l'italienne, on s'en souvient, qui avait joué le gros globe de cristal lors de la saison 2018-2019, il y a 5 ans, face à sa compatriote, double vainqueur du classement général, Dorothea Virer. Lisa Vitozzi, on rappelle, elle a pris un énorme coup sur la tête après cette déception ultime, on se souvient d'il y a quelques années, et j'étais d'ailleurs présent dans les tribunes à ce moment-là, peut-être que vous aussi, cette Mastart du Grand Bornand où elle fait 5 tours de pénalité sur son coucher, on était là à scander des Lisa,
tout au long de ces 5 tours de pénalité. Elle nous avait fait beaucoup de peine. Elisa Vitozzi, elle s'est reconstruite l'an dernier, elle termine 3e du classement général. Et là, elle remporte le gros globe de cristal. Une fille que j'annonçais au début de cette saison comme étant dauphine de Julia Simon. Elle nous aura fait mentir puisque Lisa Vitozzi, elle remporte le classement général et avec la manière 10 podiums, dont 5 victoires et un titre mondial accumulé bien sûr avec 2 petits globes, celui de l'individuel et celui de la poursuite qui a été chippé à Julia Simon lors de la dernière course de cette spécialité de la saison. C'était bien sûr du côté de Canmore au Canada. Alors forcément, Lisa Vitozzi, vainqueur du gros globe de cristal, ça a ravi la grande famille du biathlon parce que oui, c'est une fille qui se battait pour le classement général de la Coupe du Monde il y a 5 ans face à sa compatriote Dorothea Virer. S'en est suivi derrière une traversée du désert, beaucoup de doutes, même de l'appréhension au moment d'aller tirer ses balles sur le coucher et puis le retour au sommet qui s'est quelque part initié dès l'an dernier avec cette 3e place au classement général. Et puis cette année, ce n'est pas illogique de l'avoir remporté. Le gros globe de cristal, ça a été la plus régulière statistiquement parlant, beaucoup de podiums, beaucoup de victoires, de très bons championnats du monde, 2 petits globes, une régularité implacable et forcément à la fin de la saison, ça fait un gros globe de cristal. Alors bien sûr qu'intrinsèquement parlant, ce n'est pas la meilleure biathlète du monde, une Julia Simon, une Justine Brézaboucher, une Lou Jean Monod totalement on fire en cette fin de saison est au-dessus de Lisa Vitozzi, mais encore une fois, pour gagner un gros globe, il faut être régulier et Lisa Vitozzi à ce jeu-là, clairement, elle a été la plus forte. Passons désormais à nos représentants tricolores, ceux et celles qui ont porté bien haut les couleurs de notre drapeau, ceux qui nous ont déçus en première partie de saison, nos garçons pour ne pas les citer, ceux qui nous ont surpris positivement durant les mondiaux, toujours nos garçons et ceux qui nous ont fait garder espoir en fin de saison, Emilia Jacquelin, Éric Perrault et bien sûr nos filles de l'équipe de France qui du début à la fin de cette saison, en passant par les mondiaux, nous ont offert un bonheur incommensurable avec des championnats du monde totalement fou. Je sais que vous avez envie que l'on s'intéresse à nos filles de l'équipe de France, mais avant, on va s'intéresser à nos garçons. Et le premier cas dont on va traiter, eh bien, c'est celui de Fabien Claude. Fabien Claude, 18e du classement général de la Coupe du Monde, en régression par rapport à l'an dernier, puisqu'il avait terminé 10e. Fabien Claude, il a eu pour meilleur résultat cette année une 4e place sur la course des rois d'Oslo. Il a participé également à 3 cérémonies des fleurs. Malheureusement, l'ami Fabien Claude, il a été handicapé sur les sprints. Et oui, il s'en est beaucoup trop mis sur le pas de tir, sur ces courses qui conditionnent la poursuite. Et on le sait, des sprints et des poursuites sur l'année écoulée, eh bien, il y en a énormément. Et forcément, il s'est tiré pas mal de balles dans le pied, sans mauvais jeu de mots, avec un pourcentage global au tir de 81,5%. Autant vous dire que c'est beaucoup trop peu pour aller jouer les premiers rôles. Mais ce qui est sûr, c'est que Fabien Claude continue à rester une valeur sûre, on le rappelle, c'est la 5e saison qu'il passe dans le top 20 mondial, même si on aimerait qu'à terme, il arrive à aller rechercher ce top 10 du classement général de la Coupe du Monde. Quand je vois certaines individualités présentes dans ce fameux top 10, je me dis que lui aussi, potentiellement, pourrait avoir sa place. Quentin Fillon-Maillet, lui aussi, pourrait avoir sa place dans le top 10, peut-être même mieux, mais Quentin Fillon-Maillet, cette année, on va pas se le cacher, ça n'a pas été loin de la catastrophe. 16e du classement général. Oui, vous ne rêvez pas, lui, le vainqueur du gros globe de cristal en 2022, termine en dehors du top 15 du classement général de la Coupe du Monde. Un Quentin Fillon-Maillet a réaction cette année, 4e de la Mastart d'Antolz-Anterselva avec un 20 sur 20, 3e de la course des rois aux mondiaux de Nové Mesto, et puis plus rien. Un Quentin Fillon-Maillet loin, très très loin de ses standards, notamment sur le pas de tir, seulement 84% de réussite derrière la carabine, loin, très très loin des standards. Vous l'imaginez, qui permet normalement à un athlète d'aller jouer les premiers rôles au classement général de la Coupe du Monde, les podiums et les victoires de manière régulière. On le dit et on le répète, et je pense qu'on ne cessera jamais de le faire. Pour aller jouer le classement général de la Coupe du Monde, des podiums et des victoires de manière régulière, il faut au minimum 88% de réussite, et Quentin Fillon-Maillet en était très loin, et j'espère qu'il y aura une réaction l'année prochaine, puisqu'on imagine que le dernier gros objectif de Quentin Fillon-Maillet en carrière, ce sont bien évidemment les Jeux du côté d'Antolz-Anterselva, et forcément il n'y a plus de temps à perdre, les autres progressent, et il faut en tout cas essayer de rattraper ce retard accumulé cette année par rapport
à la concurrence norvégienne et par rapport, bien évidemment, à certains Français dont on va traiter juste maintenant à l'image d'Éric Perrault. Éric Perrault qui se battait cette année pour le maillot bleu de meilleur jeune athlète des moins de 25 ans face à Tommaso Giacomel. Alors ce maillot bleu, il est passé à côté, Éric Perrault, mais enfin quand même une belle progression au classement général, 11e donc de ce gros globe de cristal avec sa première victoire en carrière. C'était sur le sprint de Solder Oilo, d'ailleurs un doublé juste devant Émilien Jacquelin, chose que l'on n'attendait pas en cette saison 2023-2024, on était tellement loin de ça en tout début de saison. Souvenez-vous, un Éric Perrault qui cette année aura progressé dans la hiérarchie, mais pas que, il aura aussi progressé sur ses temps de ski globaux. L'ami Éric Perrault, beaucoup plus rapide que l'an dernier, malheureusement, un petit peu de régression sur le pas de tir, et forcément, il sera intéressant de corriger le tir, sans mauvais jeu de mots, pour pouvoir allier tir et rapidité à ski et forcément faire des podiums et monter sur la plus haute marche de ce dernier de manière beaucoup plus régulière. En tout cas, Éric Perrault va continuer de se construire. Je pense que l'année prochaine, il continuera cette progression avant d'arriver sur la saison 2025-2026 à pleine maturité. Je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on retrouvera un Éric Perrault avec le plein potentiel. Passons désormais au Français qui a terminé le mieux classé. Je veux bien sûr parler d'Émilien Jacquelin, numéro 1 français et 6e mondial. Qui l'aurait cru après une première partie de saison loin d'être Jojo. Pourtant, Émilien Jacquelin a réussi cet exploit de finir aux portes du top 5 et en plus de casser ce sextuplé au classement général des Norvégiens. Un Émilien Jacquelin qui a été en délicatesse au mois de décembre, un Émilien Jacquelin qui sur le mois de janvier a commencé à se réveiller, qui sur les championnats du monde au mois de février nous a offert quand même de belles prestations avant de terminer tambour battant sur les courses du mois de mars avec pas moins de 3 podiums. Oui, un Émilien Jacquelin qui a retrouvé sa vitesse à ski pour aller s'offrir 3 boîtes en cette fin de saison. Malheureusement pour lui, là où le bas blesse, c'est sur le pas de tir. Seulement 79% de réussite derrière la carabine. On le sait, Émilien Jacquelin, il a eu pas mal de difficultés, notamment sur le coucher et sa position. On le sentait très souvent pas à l'aise, pas stable. Il mettait très longtemps à lâcher sa première balle. Beaucoup de double fautes sur ce tir technique. Et puis sur le tir debout, qui on rappelle un tir instinctif, là aussi, on a retrouvé un Émilien Jacquelin un peu en difficulté. Pas mal de fautes au moment où ça comptait. Pas mal de double fautes à des moments à charnière de certaines courses. Un Émilien Jacquelin qui va devoir lui aussi poser ce tir debout parce que oui, Mimile, il tire vite, il est capable d'enchaîner les balles, tirer en moins de 18 secondes. Mais encore une fois, si vous en mettez 2 dehors, ce n'est pas véritablement productif. Donc Émilien Jacquelin, il va devoir apprendre à temporiser parce que pour l'instant, il n'y a qu'une seule option sur ces tirs debout, c'est tirer vite. Ça passe, c'est bien, ça casse, tant pis. Donc il va falloir penser à un plan B sur ces tirs debout, ces tirs instinctifs s'il veut poursuivre sa progression et surtout retrouver les sommets du début à la fin d'une saison, parce qu'Émilien Jacquelin, je pense très sincèrement, et au vu de ce plaisir retrouvé sur la piste et sur le pas de tir, je pense sincèrement que s'il met les choses dans le bon sens l'année prochaine, il sera capable de jouer le top 3 au classement général. Passons désormais à nos filles. On va bien sûr s'intéresser, vous l'imaginez, à nos 4 relayeuses titulaires parce que oui, sinon, on ferait peut-être un quart d'heure, 20 minutes, rien que sur ce point-là parce qu'il y a tellement de choses à dire. Entre Jeanne Richard qui est arrivée en janvier sur le circuit de la Coupe du Monde, qui a tout de suite perfé, bien sûr, Gillian Guigona qui est allé chercher un podium, le premier de sa carrière sur la dernière course de la saison, la course des Rennes à Canmore au Canada, Océane Michelon, qui on le rappelle a remporté l'IBU Cup, Anaël Bondou qui a remporté 2 courses en IBU Cup, la petite bombe sur les skis, une Magdalena Neuner Junior très à l'aise sur la piste, un petit peu moins sur le pas de tir, et il y aurait tellement de choses à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'an prochain, les places vont être extrêmement chères entre, effectivement, Océane Michelon qui vient de gagner le classement de l'IBU Cup, Caroline Colombo qui va faire son retour, Chloé Chevalier qui est revenue et plutôt bien,
bien sûr Jeanne Richard qui voudra sa place, Anaël Bondou qui voudra certainement découvrir la Coupe du Monde, personne ne va être à l'abri, et même peut-être que Sophie Chauveau, dont on va s'intéresser tout de suite, eh bien peut-être en danger l'an prochain. Sophie Chauveau, 20e du classement général cette saison. Alors oui, vous allez me dire, l'an dernier, elle a terminé 19e. Petite régression, c'est vrai, mais l'amie Sophie Chauveau, cette année, c'est un premier podium en Coupe du Monde, et puis des 4e places en pagaille lors des mondiaux de Nové Mesto. Bref, une Sophie Chauveau qui est en légère progression. Alors c'est vrai, elle ne progresse pas aussi rapidement qu'une Lou Jomono qui continue sa progression éclair et qui n'est peut-être pas encore arrivée à totale maturité, mais ce qui est sûr, c'est que Sophie Chauveau, cette année, elle a passé un cap, notamment sur les skis, malheureusement, sur le pas de tir, elle est un peu en régression par rapport à l'an dernier, et forcément, il va falloir corriger le tir sans mauvais jeu de mots pour continuer à progresser, et bien évidemment, gagner des places dans la hiérarchie. Passons désormais à la tenante du titre du Gros Globe de Cristal, la vainqueur sortante de cette Coupe du Monde, Julia Simon, que l'on attendait bien évidemment pour un doublé presque historique. On rappelle la dernière à l'avoir réalisé, c'était Dorothée Avireur en 2019, et en 2020, que nenni pour Julia Simon, malgré une bonne saison. Et oui, Julia, elle termine 5e du classement général, 9 podiums, dont 4 victoires, 2 titres mondiaux, le doublé à sprint poursuite du côté de Nové Mesto, c'était son gros objectif de l'hiver. Julia Simon qui malheureusement, eh bien, en cette fin de saison, a raté le coche pour aller chercher les 2 petits globes de cristal qui lui semblaient promis, celui de la poursuite et de la Mastart. Une Julia Simon qui a semblé en fin de saison manquer un peu d'ambition. Est-ce qu'aussi un manque de fraîcheur par rapport à sa préparation tronquée, on le rappelle, lors de la pré-saison, entraînement en dehors du groupe France, ça n'a peut-être pas été forcément facile à gérer, mais ce qui est sûr, c'est que Julia Simon, sur cette fin de saison, elle a manqué de fraîcheur, peut-être un petit peu d'ambition. C'est vrai qu'on l'a senti en marge du général très vite, se dire, moi, mon objectif, c'est les mondiaux, et puis, quand les mondiaux se sont terminés, je sais pas si je vais aller au bout de la saison. Elle s'est posé des questions, finalement, ce qui l'a tenu en vie en cette fin de saison, c'était ces 2 petits globes qu'elle pouvait encore jouer. Une Julia Simon que j'espère retrouver beaucoup plus fraîche mentalement et physiquement l'année prochaine. Peut-être que le fait qu'elle va se préparer cette année avec le groupe France aura forcément un effet positif à tout ça, et puis surtout, j'espère qu'on aura une Julia Simon qui va prendre totalement conscience de son plein potentiel, être un peu plus méchante aussi, parce qu'on a le sentiment que Julia Simon, elle n'a pas du tout la certitude d'être la meilleure biathlète de la planète, alors que techniquement, dans les faits, elle l'est encore. Donc j'espère qu'on retrouvera une Julia Simon l'année prochaine en pleine possession de ses moyens du début à la fin de la saison, que ce soit pour jouer le classement général de la Coupe du Monde et les championnats du monde. Lisa Vitozzi a prouvé que c'était possible. Pourquoi est-ce que Julia Simon, qui a réalisé la même chose que Lisa Vitozzi l'année dernière, ne pourrait pas le refaire dès la saison prochaine? Passons désormais à Justine Breza-Boucher, la revenante, la jeune maman que j'annonçais possiblement dans le top 15 du classement général. Moi, je disais, si elle va chercher une victoire d'ici la fin de la saison, que nenni, elle m'aura fait mentir, Justine Breza-Boucher. Quelle saison de fou! 4e du classement général de la Coupe du Monde. 11 podiums, dont 6 victoires. C'est la fille qui a le plus gagné à cette saison. Grosse saison pour un retour, c'est évident, avec une Justine Breza-Boucher qui a joué jusqu'au bout le classement général de la Coupe du Monde. Malheureusement, un petit peu trop d'irrégularité au tir comme on pouvait s'y attendre. Seulement 82% de réussite derrière la carabine. Trop peu, bien évidemment, pour soulever le Gros Globe de Cristal en fin de saison. Mais ce qui est sûr, c'est que Justine Breza-Boucher a passé un cap, et son retour post-maternité est aussi prometteur que celui de Marie Dorin-Habert à l'époque. Clairement, ça a eu des effets bénéfiques dans sa préparation et dans sa vie d'athlète, cette maternité. Et forcément, on attend une Justine Breza-Boucher, tout comme une Julia Simon, présente pour aller jouer le Gros Globe de Cristal l'an prochain face à Vitozzi, et certainement la grandissime favorite pour l'an prochain, mis à part cataclysme, blessure, préparation tronquée, ça sera certainement mademoiselle Lou Jean-Monod, qui est la biathlète de la saison. Alors effectivement, Lisa Vitozzi a été vainqueur du Gros Globe de Cristal, a été championne du monde, ce que Lou Jean-Monod n'a pas réussi à faire. Mais Lou Jean-Monod, cette année, c'est une 2e place au classement général, 12 podiums, record de la saison, 4 victoires d'affilée, un petit globe, celui de la course des reines, 2 médailles aux mondiaux, et en plus on est sur une série, tenez-vous bien, de 6 podiums consécutifs. C'est limite une série fourcadesque. Il faut rappeler que Lou Jean-Monod a aussi été victime du Covid-19
durant la fin du mois de décembre. Elle a été affaiblie du côté d'Orphilsen, elle a raté des courses, le sprint et la poursuite du côté de Lenzora, et elle était clairement pas dans son assiette durant la Mass Start, la première course des Rennes de la saison en terre suisse. Très clairement, sans ce Covid-19, elle aurait été vainqueur de ce classement général de la Coupe du Monde, à n'en pas douter. Et forcément l'an prochain, pour celle qui visait un top 6 cette saison, l'objectif principal la saison prochaine, ça sera à coup sûr le gros globe de cristal. Lou Jean Monod qui s'est offert un doublé, le premier de sa carrière, sur le sprint et la poursuite d'Östersund, et qui aura réussi en fin de saison tout simplement à réaliser des choses extraordinaires. Ces 6 podiums consécutifs, cette victoire, on le rappelle, sur la poursuite de Solder-Ailo, au nez à la barbe de Lisa Vitozzi, futur vainqueur du gros globe de cristal, et bien sûr cette course des Rennes à Cam Nord, dernière course de la saison, qu'elle va remporter là encore avec beaucoup de maîtrise, un 19 sur 20 derrière la carabine, et puis un dernier tour de feu. Une Lou Jean Monod qui, je pense, est surprise cette année, mais qui, à mon sens, ne sera pas surprise l'année prochaine d'être à ce niveau, peut-être même d'être encore un peu plus forte. Je vous attends bien évidemment dans les commentaires pour me faire part de vos déceptions, de vos bonnes surprises, aussi de votre avis sur les prestations globales et individuelles de cette équipe de France. Je me ferai un plaisir bien évidemment de les lire. Je pense que l'une des grosses déceptions, comme pour moi, ça sera le fait qu'on n'ait pas ramené le petit globe du relais chez les filles, qu'on ne soit pas allé chercher ce fameux gros globe toujours chez les filles, parce que ça aurait clairement matérialisé notre domination sur le biathlon féminin mondial. Mais ce qui est sûr, c'est que ça reste une très belle saison. Je vous attends dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les lire, peut-être même d'y répondre si j'ai besoin de le faire. Et bien sûr, je vous invite, si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à liker, à commenter, c'est votre coup du chapeau. Bien évidemment, ça aide au référencement de la chaîne. Vous connaissez les bails. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye et à la prochaine.